cette conversation, cet échange avec vous tous. On a déjà fait ce matin, mais avec Gérard Noiriel, qui, dans toute l'œuvre, c'est un historien en termes marxistes de la praxis, c'est-à-dire que son travail d'historien social fait qu'il n'est pas un historien qui légifère en haut, mais qui en permanence s'est laissé interpeller par le réel et qui a toujours, au fond, fait surgir du présent, du passé, depuis, il le rappelait, ses premiers travaux sur le oui, en passant par tout son travail sur l'immigration, sur le creuset national, sur la xénophobie, et en arrivant jusqu'à sa magistrale histoire populaire de la France. Je dis ça parce que ce livre un peu inhabituel pour un journaliste comme Gérard, j'ai écrit ce livre en décembre, je l'ai terminé à la mi-fin janvier, et donc c'est aussi un pari sur un événement en cours. Et il n'est pas habituel de faire un livre sur un événement qui a lieu. Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi je me suis senti requis pour le faire à partir du travail collectif de la rédaction de l'équipe de Mediapart. Sachant que, et c'est encore plus une complicité, que ce qui m'a aussi incité à faire ce livre, c'est d'y mettre beaucoup de ce que j'avais réfléchi autour d'un hommage à une grande œuvre collective historienne, 1500 contributeurs, le Métron, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et mouvement social, et qui est un livre qui s'appelle Voyage en terre d'espoir, que j'avais fait à la demande à la fois de l'éditeur et de Claude Pelletier et des successeurs de Métron. Alors je vais essayer d'expliquer au fond cette idée du présent du passé. Pour moi, si je devais trouver une image de ce que nous disent les Gilets jaunes, c'est un présent du passé au double sens du mot présent, un cadeau, et un présent, une actualité d'un passé qu'il nous faut faire ressurgir à la manière des spectres dont parlait Marx ou d'une vision de l'histoire comme Walter Benjamin ou Benjamin, selon comment on le prononce, cette idée que l'histoire, elle est toujours dans le présent et on fait l'histoire au présent. Je voudrais le dire, et au fond les hypothèses, je crois, ont été plutôt vérifiées autour de 6 mots. Événement, égalité, déplacement, pouvoir, violence et imaginaire. D'abord, l'événement. En tant que journaliste, notre matériau, c'est l'événement. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que ce métier est un métier collectif, parce que le risque, c'est que chacun, individuellement, on a des convictions ou des préjugés, et face à l'inattendu de l'événement, on a tendance à les mettre dans un cadre établi. Ce qui s'est passé dans une partie de la gauche ou du mouvement syndical face aux Gilets jaunes, c'est cela. C'était, on ne les connaissait pas, l'extrême droite semblait cousiner avec eux, donc on les a mis dans un cadre. Et du coup, on s'est mis à côté de l'événement et on ne l'a pas vu. On n'a pas suivi l'exemple, je l'ai cité ce matin, de Karl Marx, dans les rares écrits purement politiques, à la fois le 18 Brumaire sur le coup d'État qui va donner Napoléon III et les luttes de classe sur la Commune de Paris, sont des livres où il se confronte à l'événement, où il réfléchit avec l'événement. Alors, l'événement, donc nous, on a été le voir. Et ce qui nous a frappé en prenant le temps d'aller le voir, d'aller sur les ronds-points, de ne pas s'en tenir à une image de violence, de ne pas s'en tenir à des porte-paroles autoproclamés alors que le mouvement refusait une représentation, n'avait rien à voir avec sa caricature qu'on entendait dans les médias de masse, dans les médias en continu. Et de plus, ce qui nous a sauté à la figure, et qui, sincèrement, n'a pas d'équivalent, en tout cas dans mon histoire politique consciente, mais qui en revanche rappelle des exemples historiques. On a cité le livre de Paul Litsky, Les écrivains contre la Commune ce matin. C'est la haine sociale qui s'est d'emblée déversée, aussi bien par des supposés intellectuels, des figures intellectuelles, des éditorialistes, vraiment une morgue sociale, celle que d'habitude on pouvait entendre vis-à-vis, je mets 4 guillemets, des racailles des banlieues.
les barbares sont à nos portes, avait dit Alain Finkielkraut en 2005. Et là, tout d'un coup, face à un peuple qui n'avait pas l'apparence des racailles, qui n'était pas noir de peau, qui n'était pas d'origine migrante, tout d'un coup, la haine sociale se dévoilait dans sa brutalité. Elle n'était pas face à un autre qui est supposé immigré, musulman, je ne sais quoi. Elle était face à un peuple de travailleurs pauvres qui n'arrivent pas à finir leur mois à l'heure qu'ils travaillent, de femmes seules, de retraités qui n'arrivent plus à aider leurs petits-enfants, en fait, toutes sortes de conditions que vous connaissez. Donc, la première raison du fait de ce livre, ça a été de défendre l'événement comme obligation à repenser, à réfléchir, et je ne crois pas qu'il y a un domaine abstrait des idées, surtout quand on est du côté de l'émancipation, on les pense en lien avec le mouvement social. Le deuxième mot essentiel, l'égalité. Pour moi, les Gilets jaunes, c'est un mouvement de l'égalité. Ils sont partis, Gérard Noiriel le rappelait, de l'injustice fiscale. Ils ne sont pas contre les impôts. Ils ont vécu et ils ont mis une réalité chiffrée que nous connaissons. Je donne le chiffre entre l'été 2017 et l'été 2018. En même temps que la pression fiscale pour tout le monde augmentait, en termes de recettes pour l'État, en revanche, la baisse en pourcentage sur un an de tout ce qui représente ce qui était l'ancien impôt sur la fortune, l'impôt sur les sociétés, les dividendes, etc., c'est une baisse de recettes de l'État de 30%. Donc en même temps que pour tout le monde était ressenti, et évidemment les impôts indirects sont les taxes sur l'essence, c'est tout le monde, c'est un impôt qui est pour tout le monde, donc du coup qui frappe plus ceux qui ont moins, eh bien les Gilets jaunes ont fait surgir le fait que ceux qui ont plus payent moins, et ceux qui ont moins payent plus. Mais dans cet acte-là, le moteur, c'était l'égalité. Je rappelle ce chiffre, dans les 500 000, entre guillemets, cahiers de doléances qui ont accompagné le supposé grand débat, qui ont été en partie numérisés, il n'y en a que 5 000 où on parle des migrants et des musulmans. Faites la proportion entre 500 000 et 5 000. C'est-à-dire que tout d'un coup, un mouvement de l'égalité nous sort de ce avec quoi on essaye de nous pourrir la tête depuis 30 ans, autour de l'identité. Et c'est là où il y a une radicalité démocratique qui fait son œuvre et qui explique que le Brunet déjà cité, mais l'extrême droite elle-même, plus le mouvement va faire sa dynamique de l'égalité, donc sur les questions démocratiques, donc sur les questions sociales, moins ils vont en être solidaires, moins ils vont en être partie prenante, le symbole étant la charge des identitaires contre le cortège du NPA près de la gare de Lyon. C'est à ce moment-là qu'ils comprennent qu'il se passe autre chose, ils essayent de faire introduire leur propre violence dans le mouvement. Troisième mot, et qui est pour moi essentiel, j'ai dit dans le livre Voyage en terre d'espoir que le synonyme d'égalité ou d'émancipation pourrait être déplacement. Et l'œuvre de Gérard Noiriel en est une illustration formidable. Au fond, l'horizon de l'émancipation, c'est que nous ne sommes pas assignés à résidence. Nous pouvons sortir d'une vallée, nous pouvons sortir d'une condition, nous pouvons bouger, nous pouvons voir du pays, nous pouvons connaître de nouvelles idées. C'est ça, le côté, y compris horizon, de l'éducation populaire, etc. Et ce déplacement, dans ce mouvement de 9 mois, on l'a vu à l'œuvre. On a vu des gens qui se sont retrouvés dans un lieu fixe, mais qui était d'abord, qui est normalement un lieu de passage où on ne fait que passer, et qui ont décidé de se poser, justement, d'arrêter le flux, de ne pas être dans ce flux. Petite parenthèse, c'est une hypothèse, mais je pense que Priscilla Ludowski, qui vient de l'autre côté de l'Atlantique par son histoire familiale, connaissait cette histoire, celle qui a lancé la première pétition, ne jamais oublier que le mouvement guyanais, puis antillais, guyanais, Martinique, Guadeloupe contre en créole la profitation, qui a commencé fin 2008 et qui a commencé étendu en 2009, notamment en Guadeloupe et en Martinique, son mode d'action en 2008, c'est les ronds-points. Alors quand on va en Guyane, on comprend rien, c'est un tel espace, mais c'est les ronds-points. On se posait au rond-point, on faisait brûler des pneus, on faisait des casemates, des petites boutiques, des endroits de rencontre au rond-point, pour dire qu'il y a aussi une histoire des modes d'action, les bords, la marge revient au centre parfois. Et donc,
je dis cette question du déplacement. C'est-à-dire que quand on voit, on fait parler les ronds-points, quand on discute, quand on voit leur production, il y a une immense production des Gilets jaunes, de textes, etc. Eh bien, on voit cette idée, on ne va pas vous demander votre certificat de baptême, on ne va pas te demander d'où tu viens, on ne va pas, etc. Mais on va bouger ensemble. Ce qui est en fait le propre d'une lutte. Dans une lutte, on décide quels sont nos objectifs communs, et dans ce cas-là, on bouge, et encore une fois, c'est ce qui s'est joué sur la dynamique. La première assemblée des assemblées à Commercy relisait son texte, c'était le moment de la diabolisation maximale. C'était un mouvement de racistes, de fascistes, etc., d'antisémites, évidemment, les incidents qui étaient grossiers. Donc le texte, avec grande dignité, évidemment, on n'est rien de tout ça. Mais ce texte, il y a une phrase dans ce texte. Il parle des droits sociaux. Il parle des droits sociaux. Et bien, dans ce texte, la première assemblée des assemblées des Gilets jaunes, ils disent que les droits sociaux qui viennent d'énumérer doivent valoir pour toute personne qui réside en France. Pour toute personne qui réside en France. Je ne crois pas qu'avoir peut-être le NPA, aucune force politique ne défend cette idée-là, que les droits sociaux, tu es là, tu vis ici, tu travailles, tu essayes de travailler ici, tu as les mêmes droits. On a les mêmes droits. Bon. C'est dans leur texte. C'est dans leur texte de cette première assemblée des Gilets jaunes, il y avait 70 délégations. Quatrième mot, le pouvoir. L'étonnement de ce mouvement, on en a encore une fois parlé ce matin, c'est le premier grand mouvement social, si l'on accepte la dynamique de la grève générale de 68, qui pose la question du pouvoir, qui d'emblée va poser la question du pouvoir. Et pour nous, qui n'arrêtons pas de parler des institutions, de la confiscation, du présidentialisme, du bonapartisme, pour nous, mais c'est une nouvelle extraordinaire. Quant à arrêter sa promenade quand il a appris la prise de la Bastille, on ne peut pas disserter sur le pouvoir personnel de la Ve République et ne pas se dire, mais attendez, il y a des gens qui, venus, on ne les voyait pas dans les organisations, qui tout d'un coup y vont. Et ils vont chercher, comme ils ont dit, Macron, en reprenant au mot sa phrase. Et ils vont, événement inattendu dans l'histoire des luttes sociales, Éric Hazan a fait un texte dans Mediapart qui était assez fort là-dessus, en tant qu'un peu éditeur, historien de Paris, historien amateur et brillant, sur l'occupation du lieu, c'est-à-dire aller à l'ouest. Aller à l'ouest, pas nation, Paris, République, nation Bastille, aller à l'ouest. Pas seulement les quartiers chics, les lieux de pouvoir. Les lieux de pouvoir, et poser la question du pouvoir, et à travers la question du présidentialisme, de sa confiscation, et en effet, faire ressurgir, c'est ça ce présent du passé, une réflexion qui n'est pas antidémocratique, qui n'est pas anti-républicaine, qui n'est pas en dehors des mouvements de l'émancipation, qui est la critique de la représentation. Non, la démocratie, au sens de démocratie sociale, de démocratie radicale, ne se réduit pas au fait de choisir des représentants. J'ai exhumé à cette occasion quelque chose qui est très peu connu. Alors, pourquoi? Parce que c'est une histoire marginale, c'est une histoire de défaites, de vaincus, justement. Ces vaincus, mais dont les défaites vont finalement nous permettre de mener d'autres luttes. Je l'ai dit, pardon de répéter pour ceux qui étaient au débat de ce matin, le Dreux-Rollin, celui dont vous avez le nom dans toutes les avenues, donc il est comme une mauvaise conscience du camp républicain, c'est une figure de la gauche républicaine de la Deuxième République, les Démossoc, les Mariadeux, tout ce mouvement-là, et il est le ministre de l'Intérieur d'après février 48, celui qui va pousser à une radicalité républicaine, c'est-à-dire le suffrage, qui ne sera pas universel, mais qui sera masculin, et en même temps l'abolition de l'esclavage. Il se met à l'écart à partir de juin 48 de Cavaignac et il est contre les républicains conservateurs. Et il va perdre, il va être le candidat à la présidence de la République, il va perdre, et il va perdre son mandat de député en 49. Il va donc être en exil, pas seulement politique, minoritaire, comme une gauche républicaine défaite, et il va même partir de fait en exil, même avant le coup d'État. Or, en 1851, avant le coup d'État, du neveu de Napoléon, il fait ce texte, cette brochure, qui est un long article, plus de présidents, plus de représentants. Alors, plus de présidents, il voit le danger du présidentialisme,
et il l'annonce quelque part, mais plus de représentants. Et il explique très bien comment les questions essentielles qui mettent en jeu la souveraineté populaire, le souverain, le peuple est souverain, et comment il faut inventer d'autres mécanismes où on ne délibère pas des questions essentielles sans le peuple souverain. Des mécanismes de retour, des mécanismes d'assemblée, des mécanismes de vote, etc. Et il parle évidemment au départ du principe d'égalité naturelle de Rousseau. Cinquième et avant-dernier mot, le mot violence. C'est très important parce que ça a double face. Premièrement, une face de démasquer. En effet, jamais, je crois, depuis le temps des tensions coloniales et évidemment le temps des grèves de l'après-guerre, nous n'avons eu sur une si longue durée, il y a un débat qui se passe au même moment là-dessus, une telle violence. Le maintien de l'ordre, tous les sociologues, historiens, spécialistes, c'est une discipline politique. C'est pour ça qu'il ne faut pas en effet bouc émissariser les policiers, même s'il y a une faute individuelle. C'est une discipline politique. C'est les consignes qui font l'esprit du maintien de l'ordre. Et le fait, là, il a été dit par le pouvoir politique au point de faire des changements à la tête du maintien de l'ordre. Le préfet de police, Michel Delpuech, qui a été débarqué, qui n'est pas du tout un révolutionnaire, loin de là, qui a servi sur des pouvoirs de droite, mais qui est, un gardien de l'État, pourrait-on dire. Il ne voulait pas des BAC, des brigades anticriminalité, et des LBD. Il est débarqué. Donc là, on lâche les chiens, et du coup, jusqu'à Steve et Nantes, on voit bien que si on lâche les chiens, du coup, ils sont lâchés pour tout le monde, et que ça va continuer. Et là, il y a vraiment la preuve d'une panique, puisque la question du pouvoir était posée par ce mouvement, et là, de ce point de vue, a manqué, on le sait tous, une jonction avec les forces politiques, les forces syndicales, le monde organisé, dont parlait Gérard tout à l'heure, pour augmenter ce rapport de force, eh bien, il y a eu une panique et donc il a été décidé de frapper, mais au sens vraiment de la répression 19e des mouvements sociaux, et c'est pour ça que ça allait avec ce déferlement de haine sociale, y compris de gens qui normalement devraient, se disait-on, une haine brute, de gens qui ne tiennent même plus leur langue de ce point de vue. Et cette violence, je voudrais souligner un point qui est trop peu raconté. On va y revenir. On a documenté avec David Dufresne, on a fait surgir cette question des violences policières. On a montré comment ça unifiait, y compris ça créait des causes communes avec ce qui se passait dans les quartiers populaires, avec ce qu'on avait laissé passer sur les supporters de foot. Tout ça, on a bien montré ça. Mais il y a une question qu'on n'a pas assez soulevée, sauf par nos révélations sur Nice, sur Marseille et un peu sur Nantes, mais qu'on n'a pas assez raconté dans l'ordinaire, c'est la justice. Parce que c'est un événement nouveau. C'est un événement nouveau où la justice a été encore plus asservie, où la justice a été confiée à faire des gardes à vue illégales. Ce sont des policiers qui nous ont permis de le révéler. Des consignes ont été données par le parquet de mettre des gens en garde à vue alors qu'on n'a rien à leur reprocher pour qu'ils ne puissent pas aller manifester. Ensuite, il y a eu une justice d'abattage contre des primo-manifestants. Et ce sont des primo-manifestants, car il faudrait juste ajouter une petite nuance. Bien sûr qu'il y a eu les Black Blocs, etc. Mais il y avait une violence qui a eu lieu chez les Gilets jaunes, qui est une violence, je dirais, de réaction. J'arrive, j'ai jamais manifesté, je viens là et je m'en prends plein la gueule, et quand même, pour reprendre, compris comme comme on sait faire, comme savaient faire les sidérurgistes, même si je suis pas organisé, je réagis, et y compris avec, un côté, je sais me battre, je sais, tu vas voir, peut-être un côté macho, etc., mais qui existe, quoi. Et donc, on l'a vu dans les procès, ce sont des primo-manifestants qui se sont pris, pas seulement les peines de prison, ou de prison avec sursis, mais j'insiste beaucoup par rapport à la réalité sociale du mouvement des Gilets jaunes sur les amendes. Pratique qui était utilisée dans les quartiers populaires comme tu as une amende avec sursis, ça veut dire qu'un jour, les conséquences en termes de revenus vont être importantes. Et là, il y a eu, dans le reflux du mouvement, cette question économique. Ils ont été tapés à la caisse, au sens de l'argent. Dernier point, et d'une certaine manière comme une invitation à poursuivre l'échange avec Gérard Noiriel,
Le mot imaginaire, au fond, pour moi, c'est pour ça que je me suis senti obligé de faire ce livre, à la fois réagir contre les médias dominants, avec des précautions, l'événement est en cours, faire des hypothèses sur la dynamique de l'événement, mais je crois que la suite l'a plutôt confirmé, mais aussi, cela rejoignait cette idée, je crois, dans un moment comme le nôtre, on a cette époque de transition, les rapports de force sont si défavorables, de crise, de civilisation, nous avons besoin d'un imaginaire supérieur à celui que nous affrontons. Celui de l'individualisme, de la concurrence, de la compétition, de l'enrichissement, enfin, tout ce que nous savons qui s'est diffusé et qui mine la société. Et pour moi, cet imaginaire, et c'est là où ça ébranle les histoires classiques des organisations dans tous les ismes qui la composent de la gauche, cet imaginaire, pour moi, nous devons aller le chercher dans l'imaginaire originel des révoltes sociales républicaines, et donc des révolutions sociales démocratiques, plutôt, des révoltes sociales démocratiques du XIXe siècle, plutôt que dans ce que nous a légué et qui nous encombre, qui est la façon dont elles ont produit, et ça a eu son efficacité, eh bien l'idée qu'il y a une classe qui va libérer l'ensemble des autres classes, qu'il y a donc une avant-garde qui doit organiser cette classe, qu'il y a des partis politiques qui doivent, et ainsi de suite. Tout ça, ça a eu son efficacité et sa grandeur. Hein, je ne jette pas tout ça, mais je pense qu'il faut affronter à la fois nos chagrins politiques, nos impuissances et nos échecs politiques. Et je pense que ce que nous ont montré les Gilets jaunes, c'est qu'il y a une voie là de ressourcement, de confiance dans l'espérance politique, l'espérance de l'égalité, l'espérance démocratique et sociale dans sa radicalité, et que c'est cet imaginaire que l'on doit faire ressurgir. Ce mot d'égalité, je crois, on l'a dit ce matin, dans la période où il y a un cours autoritaire de régime démocratique issus des élections, et qui du coup n'ont pas de leçons à donner à des vrais régimes, non seulement ils n'ont pas de leçons, mais ils sont alliés de vrais régimes totalement autoritaires et qui n'ont même pas l'apparence démocratique, eh bien, je pense qu'il y a là un imaginaire populaire, hein, nous le peuple au sens du peuple constituant, le peuple qui proclame sa volonté démocratique, le peuple qui veut tout savoir, le peuple qui veut délibérer, le peuple qui veut contrôler, le peuple qui veut être maître de ce qui lui arrive. Il y a là, et ça peut se décliner en toutes sortes de propositions, il y a là un imaginaire essentiel, et je crois qu'il faut, pour donner un post-scriptum qui débatte cet matin, il ne faut pas se dire, tiens, le calendrier classique va repartir, on va se battre sur les retraites, si on ne réfléchit pas à cette histoire qui est toujours présente. Je tourne beaucoup, le virtuel c'est du réel, il y a toujours des gilets jaunes, ils sont toujours là, ils s'organisent autrement, mais ils ont le sentiment, et c'est leur refrain, on est seul, on est seul. Et nous, on leur dit, on n'est pas seul, on est là, c'est ce qui explique sans doute la popularité de Mediapart, mais c'est nous ne sommes pas un mouvement politique. Et donc, je dis là, il y a un enjeu, parce que, évidemment, l'événement, c'est aussi l'événement, parfois, qu'on ne sait pas saisir, l'événement qu'on ne sait pas comprendre, et du coup, l'occasion est loupée, et dans ce cas-là, la porte se referme.